Je suis Xavier Sirvin, je suis monteur et nous sommes au lycée de Die pour rencontrer les étudiants à propos de l'histoire de Souleymane pour lesquels le César du meilleur montage a été donné. Donc moi je suis là pour répondre à tout ce que vous avez envie de savoir sur le milieu du cinéma ou de l'art. C'est vous qui allez un peu piloter le débat et moi je vais réagir par rapport à vous. Par rapport à votre parcours scolaire, c'est difficile d'arriver à être monteur de film. Ça m'a pris du temps, ouais. Quand j'étais comme vous, je formulais ce rêve de film ou d'art ou de musique et j'étais incapable de me l'autoriser. Je ne sais pas comment c'est pour vous, mais moi j'avais beaucoup d'injonctions qui me disaient que c'était un rêve joli et que c'était pas pour moi. Du coup, j'ai suivi des études un peu en flottant. Je me suis retrouvé dans une école d'ingénieur et j'étais en grosse dépression là-bas. Parce que je me demandais ce que je foutais dans cette école. Est-ce que j'étais pas en train de rater ma vie? Et là, je me suis inscrit dans un atelier de théâtre. Le prof de théâtre m'a dit « Ah alors, tu t'appelles comment ?» Et c'était tellement une impossibilité pour moi d'être dans ce truc-là que j'arrivais même pas à dire comment je m'appelais. Je dis Il m'a dit « Ok, merci, bienvenue. » Et en fait, de faire l'atelier de théâtre, de me rendre compte que j'avais des capacités, que j'avais du désir, du goût, que ça me rendait heureux, a changé le truc. Et donc j'ai fait mes études d'ingénieur. Là-bas, je faisais des petits films avec ce qui seraient les téléphones portables de l'époque, les petites caméras. Et ensuite, j'arrivais toujours pas à faire le truc, et donc j'ai bossé comme ingénieur. Et il se trouve que j'avais rencontré des gens qui étaient historiens, parce que je travaillais dans un musée qui s'appelle le Centre Pompidou à Paris, où je faisais des trucs intéressants, et c'est eux qui m'ont dit « Mais attends, mais t'as tout à faire là-bas, change de vie ». Et donc j'ai quitté le boulot d'ingénieur et j'ai refait une école de cinéma. Et la nuit, je bossais comme ingénieur pour payer les études. Et après, j'avais une telle rage du cinéma et donc j'en ai fait non-stop. Voilà, ça m'a pris 15 ans. Comment vous avez atterri dans le milieu de l'audiovisuel? Ce qui m'a aidé à fond, c'est de faire l'école de cinéma. Le milieu du cinéma, c'est un milieu assez fermé quelque part, parce que c'est un milieu qui marche relationnellement. Il n'y a pas d'offre d'emploi, c'est pas on recherche un monteur pour tel film. C'est quelqu'un m'appelle parce que je connais le producteur, parce que j'ai travaillé sur tel film dont on m'a parlé, etc. Donc il faut pouvoir rentrer. C'est ça qui prend beaucoup de temps. Et il y a des petits accélérateurs qui sont les écoles de cinéma, parce que ce truc-là permet de créer une bande de personnes qui font des films ensemble et qui vont après potentiellement en faire. Et donc quand tu sors de l'école, il y a peut-être des gens avec qui tu vas travailler. Et aussi parce que tu rencontres des professionnels et que ces gens-là te font confiance. Parce que du coup, quand tu as une petite étiquette sur la tête, avec une école qui a l'air chic, ben, les gens te font confiance. Et donc moi, quand je suis sorti de l'école, effectivement, les gens me faisaient vachement plus confiance qu'avant. Et il y en a d'autres qui font pas ça, et à ce moment-là, il faut rencontrer, poser des questions. Moi, j'ai plein de personnes qui viennent en stage, en montage ou sur les tournages, qui font pas d'école de cinéma et qui vont commencer à bosser. Je voulais savoir du coup comment ça se passait le métier, si c'est un métier régulier, si c'est... Vous avez un film et sinon pendant 2 mois vous pouvez rien avoir. Quand on fait des films, on est sur ce système qui s'appelle l'intermittence. Le principe de l'intermittence, c'est qu'il faut bosser un certain nombre d'heures dans l'année, 512 heures, pour justifier d'avoir le chômage après. Donc ça veut dire que quand je fais un film, je suis payé sur le film. À la fin du film, je ne travaille plus, mais j'ai le chômage qui vient. Donc je passe de chômage à film, et c'est ça le système de l'intermittence. Pour pouvoir l'avoir, il faut suffisamment d'heures. On cherche tout le temps du boulot, donc on n'est jamais rassuré sur ce qu'on va faire. Quand tu as un boulot fixe, tous les jours, tu es là. En intermittence, je sais que pendant 3 mois, je vais faire ça, mais je ne sais pas ce que je vais faire après. C'est des métiers passionnants, mais les films, c'est aussi des économies fragiles. Donc il y a plein de films qui se sont arrêtés en cours de route. Donc on est toujours en train de gérer le stress. Donc ça, c'est vraiment une galère. Par rapport au film, est-ce que c'est la vraie histoire de Souleymane? Donc l'acteur s'appelle Abou Sangaré, il est guinéen. C'est quasiment son histoire, sauf que Sangaré n'est pas livreur à vélo. Lui, son travail d'origine, c'est qu'il est mécanicien pour les poids lourds. Boris, le réalisateur, il avait écrit le scénario. Quand il a rencontré Sangaré, Sangaré lui a raconté son histoire et il a changé le film pour qu'effectivement ça soit à quelques petits détails près exactement son histoire. Donc tout ce qu'il raconte dans l'entretien final, la longue scène, l'émotion qu'il raconte et que vous avez peut-être ressenti, son histoire avec sa mère, c'est une douleur folle qu'il a et que c'était la première fois qu'il le disait en public. La traversée pour arriver jusqu'en Libye, en Italie, la France, etc. Il avait 17 ans quand il est arrivé, 16-17 ans. Ça lui a pris des années. Tout ça, c'est vrai.
La situation s'engarait quand Boris le rencontre et quand on tourne le film, il est sans papier. Et quand on est en train de monter le film, il reçoit sa 3e OQTF. L'OQTF, c'est l'obligation à quitter le territoire. La police te dit maintenant, tu pars. Si on te rattrape, c'est soit on te met dans l'avion, soit en prison. Il avait fait plusieurs demandes qui avaient été rejetées. Et donc il sortait pas de chez lui, il rasait les murs. C'est des situations où les personnes deviennent des fantômes. Il ne faut pas être repéré, il ne faut pas faire de vagues, il faut être vraiment le plus discret possible. Donc toute l'émotion qu'il a dans le film, elle vient aussi de ça, de cette situation qui sont « je n'ai pas le droit d'exister ». Est-ce qu'en réalisant le film, vous auriez imaginé qu'il y aurait un tel succès autour de votre film et que vous gagneriez un César pour celui-ci ? Ouais. Même 2. Non, alors c'est pas moi qui l'ai réalisé, hein. Moi j'ai fait le montage. Le montage, c'est que je récupère tout ce qui a été tourné. Quand on filme plusieurs fois. Si j'avais un dialogue avec toi, je le filme une fois, puis on se dit « Ah tiens, tu peux la jouer comme ci, comme ça », donc tu vas faire 10 ou 15 fois la prise. Moi aussi, puis après on va la filmer en large, donc on récupère beaucoup de matière. Et le montage choisit c'est quoi la meilleure manière de raconter l'histoire, dans quelle manière on raconte l'histoire. Parce que le film, comme vous l'avez vu, commençait pas comme ça, on a réécrit le début au montage, et il finissait pas non plus comme vous l'avez vu, donc on a changé. Donc ça, c'est le montage. Je raconte l'histoire. Boris, le réalisateur, qui lui a réalisé et écrit, il en avait un peu marre du système classique des films. Il voulait tourner exactement comme il rêve depuis le début, c'est-à-dire avec une équipe le plus petite possible. Sur un tournage classique, il y a 40 personnes autour de nous deux. Il y a les personnes de la caméra, il y a les personnes du son, il y a les personnes du décor, de la costume, du maquillage, il y a les gens qui bloquent les rues, ça fait beaucoup de monde. Et donc du coup, quand on joue la scène, on joue un truc très intime, mais à côté de nous, il y a, comme vous là, il y a 40 personnes qui nous regardent, et ça crée un rapport de force complexe. Et c'est long aussi quand on dit à l'équipe, maintenant il faut aller se déplacer là-bas, c'est comme vous quand vous venez dans la salle, tu serais toute seule, il t'aurait fallu 20 secondes, tout le groupe, ça prend 4 minutes, donc du coup ça ralentit vachement les tournages. Boris il s'était dit, j'enlève tout ça, j'ai besoin de rien, je veux demander aucune autorisation. Normalement on demande à la mairie, je veux tourner dans la rue, puis on bloque les rues pour pas que les voitures passent, et on fait venir des figurants qui vont jouer les faux passants, on recrée de la vie à partir de faux. Et Boris, il voulait que sur ce film-là, ça soit vrai. Donc il y a une vraie histoire, il y a une personne qui joue sa vraie vie, et on va jouer vraiment dans la rue. Donc ils sont partis à 5-6 personnes, tourner en pirate partout. Et ça, ce truc-là, quand il s'est dit Boris, pour répondre à ta question, ça va faire un film qui ne ressemble pas aux autres, et probablement que ça sera un film tout petit, qui sera vu par un petit public. Puis de toute façon, on est dans un pays où la question de l'immigration, la question de la couleur ne crée pas forcément beaucoup de désir public. Il y a majoritairement des acteurs blancs. Donc on a monté tout le truc en se disant, voilà, ça fera 20 000 entrées, mais ça sera hyper fort. Par rapport au format d'image du film, vous n'avez pas pris un format classique qu'on voit d'habitude dans les films en cinéma. Pourquoi ? Parce que c'est beau. On est très habitué à un format 16/9 qui est rectangulaire. Et le format, donc l'espace qu'il y a dans un visage, si je fais un plan sur toi, l'espace qu'il va y avoir à gauche et à droite, s'il est plus ou moins large, va raconter ton rapport au paysage ou la manière dont tu es enfermé dans le cadre. Est-ce que tu as de l'espace ou pas de l'espace ? Et donc Boris, il a réduit un peu les bords, gauche-droite, pour focaliser beaucoup plus sur le visage et pour l'enfermer quelque part dans le cadre. Ce que vous avez peut-être ressenti, c'est que du coup, comme il y a moins d'espace, tous les mouvements sont vachement plus intenses. Et donc on a un sentiment d'urgence, de déplacement, notamment quand il fait du vélo, qui va beaucoup plus vite, parce que à l'image, quelque chose qui rentre est déjà sorti beaucoup plus vite que si je fais un format très large, et c'est le chef opérateur qui fait l'image, qui décide ça avec Boris. À la fin de Souleymane, est-ce qu'il y a eu une réponse à son entretien ? Et si oui, pourquoi elle n'a pas été mise dans le film ? La question c'était, qu'est-ce qui se passe si le film va jusqu'au bout ? Soit il a ses papiers et les gens sont contents, génial, et hop, il ferme l'histoire en se disant, voilà, c'est bon, il a eu ses papiers, l'histoire est réglée. S'il n'a pas ses papiers, ça se termine sur un sentiment d'injustice ou un sentiment de toute façon, c'était perdu d'avance. Quelque part, quand on clôt l'histoire, dans notre tête, on tire une conclusion, positive ou négative. À partir du moment où on enlève la fin de l'histoire, on empêche la personne qui voit le film de conclure, et donc on l'oblige à se positionner. Mais est-ce que je lui donne ses papiers ou pas, moi ? Boris, il voulait qu'on reste dans cette situation-là. Je ne vais pas juger à la fin, mais je dois toujours me demander qu'est-ce que je ferai. Et on empêche de dire c'était juste une histoire singulière, elle s'est arrêtée, puisque maintenant c'est fini. Alors que là, le personnage garde de l'intérêt.
C'était intéressant de pouvoir comprendre le métier de monteur et aussi les coulisses un peu de l'histoire de Suleyman. Je les ai trouvés canons parce qu'ils ont été très sensibles au film, comme spectateurs, et aussi sensibles dans leur retour critique. Il y avait une question politique qui venait très vite, il y avait des questions de dramaturgie, de mise en scène, et j'avoue que j'aurais adoré avoir la présence d'esprit qu'ils ont là en seconde, comme moi j'étais en seconde.